Bonjour tout le monde. Vous êtes en train de nous rejoindre. Nous sommes désolés. Nous avions un petit problème technique qui a fait que nous avons quelques minutes de retard. Mais merci beaucoup de nous rejoindre pour parler de développement de son entreprise aux États-Unis. Et j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque mois, Mathieu Emelon, qui est un expert comptable formé en France, CPA aux États-Unis, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est spécialisé en fiscalité transfrontalière, avec une expérience à Paris et à New York, notamment en Big Four, et il est membre actif du New York State Society of CPAs, l'équivalent du barreau de New York, mais pardon, de l'ordre, hein, de l'ordre des experts comptables, mais à New York. Et il accompagne des entreprises depuis plusieurs années et des particuliers entre la France et les États-Unis. Merci beaucoup, Mathieu, d'être là. Et j'imagine que vous avez préparé une présentation pour parler de ce sujet important qui est comment réussir et développer son entreprise aux États-Unis. Oui, oui, merci Romain pour votre accueil, hein, et pour le soutien à la communauté européenne et francophone aux États-Unis et ailleurs, hein. La fois dernière, en, en moyenne, en fait, on a des participants de plusieurs pays, hein, à la fois de la France, d'autres pays européens et des États-Unis. Donc, on n'est pas que franco-français. Alors, on a des Espagnols, des Portugais. Alors, il y a même quelqu'un qui, la fois dernière, des participants de la République tchèque. Euh, donc, ouais, le but de ce séminaire, en fait, c'est de vous informer, hein, de vous aider si vous avez déjà une activité aux États-Unis, ou si vous êtes entrepreneur ou dirigeant européen et que vous souhaitez euh, comprendre un peu plus comment interagir avec votre expert comptable. Si vous êtes dirigeant d'une filiale d'un grand groupe multinational, généralement, en fait, bon, ben, ils ont comme comptable un des cabinets de réseau. C'est ça la force de ces cabinets d'ailleurs, hein, c'est pouvoir vous accompagner les multinationales, quel que soit le pays où ces entreprises sont implantées. D'accord. Donc voilà, donc c'est si vous êtes dirigeant d'une filiale de grande société, en fait, bon, ben, voilà, ça vous aidera à, à structurer durablement votre présence aux États-Unis et à comprendre comment communiquer avec votre CPA, votre expert comptable, hein. Et encore une fois, généralement, ce sera un des grands cabinets de réseau, hein. Alors, ce sujet, c'est une thématique stratégique, hein, parce que les États-Unis restent un marché important. On a vu lors de plusieurs de nos séminaires précédents, en fait, que la France, l'Europe, euh, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, font partie en fait des top 5 direct investors, investisseurs directs en fait aux États-Unis, comme quoi 3 pays européens sur 5 dans le top 5, comme quoi on est vraiment, les Européens sont vraiment les partenaires des États-Unis. Alors, donc les États-Unis sont un marché important et il y a plusieurs d'entre vous en fait qui ont déjà une activité aux États-Unis ou qui envisagent d'avoir une activité aux États-Unis, soit comme en CEO salarié ou comme CEO entrepreneur, en, en DG, comme on le dit en fait en français. Euh, il y a des différences. Donc, le but en fait de montrer les différences, des choses, des points clés en fait auxquels il faudrait que vous prêtiez attention. Euh, et ces différences nous rassemblent d'ailleurs, hein. Donc, comme on l'a vu, hein. Les erreurs de structuration peuvent coûter cher, hein, et les investisseurs américains valorisent la discipline. Et de par mon observation, si vous avez déjà dirigé, vous avez une expérience de dirigeant de gestion d'entreprise en Europe, à mon avis, en termes de structuration, de discipline, hein, vous êtes au-dessus de la moyenne, hein, par rapport aux dirigeants euh, typiquement qui ont été formés ou qui ont une expérience uniquement américaine. Ça reste quand même une anarchie organisée, le marché américain. On se retrouve piégé en fait quand il y a des procès, ou on se retrouve piégé en fait si vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin de lever des fonds et que vous dites en fait la comptabilité c'est pas important. J'ai une amie en fait qui s'y connaît en comptabilité qui m'a dit a fait la comptabilité de mon entreprise, et plus particulièrement en fait pendant COVID-19, ça n'arrive pas souvent.
Mais pendant Covid-19, en fait, on a vu que bon, ben, les entreprises n'avaient pas de comptabilité, étaient bloquées pour avoir des aides d'État, parce que les aides d'État, en fait, reposaient sur une documentation comptable. Alors, on a eu quelques nouveaux clients juste avant Covid-19 à qui on disait, oui, c'est important d'avoir une comptabilité. Ils m'ont dit, ben, comment se fait-il que vous m'avez fait un devis pour ça et que l'autre comptable m'a dit, en fait, généralement américain, j'ai rien contre les comptables américains, mais l'autre comptable m'a dit que, bon, ben, avec un fichier Excel, avec le chiffre, etc., je peux faire tout et le reste, il a dit, bon, ben voilà. Donc, on leur a expliqué le pourquoi du comment. Donc, la compta, en fait, je le dis généralement, en fait, c'est un système d'information. Et ces clients-là, en fait, bon, ben, nous a écoutés, nous a pris comme leur comptable, hein, et malheureusement, Covid-19 a frappé. Ce client a voulu ouvrir, en fait, a ouvert, en fait, une boulangerie française à New York. Donc, c'est vraiment spécifique et c'était son rêve, hein, depuis des années d'avoir une boulangerie française, hein. Et Covid-19, en fait, a frappé tout ce qui est restauration. Donc, les restaurants, personne n'allait au restaurant parce que on se retrouve en groupe, hein, et le risque de contamination est élevé. Donc, la profession d'expert comptable, d'ailleurs, en fait, a milité pour qu'il y ait une aide spécifique, une aide ciblée au secteur de la restauration, l'hôtellerie et la restauration. Et donc, ce client, pour bénéficier de l'aide, en fait, bon, ben, il faut justifier de dépenses engagées sur le risque. Donc, heureusement qu'on avait conseillé au début, et qu'elle a une comptabilité en bonne et due forme, et elle a pu obtenir des aides de plusieurs centaines de milliers de dollars non remboursables, hein. Voilà. Et ça l'a aidé en grosse partie pour démarrer son activité aux États-Unis, oui. Ça, Donc, la comptabilité, c'est important. La conformité devient, c'est aussi un peu un levier de croissance, hein. Et la gestion américaine exige une rapidité, une documentation. Et donc, on dit en général que, bon, ben, surtout si vous êtes à New York, hein, je ne sais pas par rapport à la Floride, euh, mais à New York, en fait, tout va vite. Ouais. Donc, on ne fait pas de farniente pendant juillet, août. En fait, on travaille, hein. Il n'y a pas de, il y a la plupart des publications techniques, en fait, apparaissent en juillet, août. Il n'y a pas de pause estivale. Donc, tout va vite aux États-Unis. Ouais. La comptabilité américaine, comme toute comptabilité en général, hein, que ce soit comptabilité européenne, française ou américaine, dans son outil de pilotage. Donc, penser au-delà, en fait, juste d'avoir de remplir une obligation administrative, hein. Donc, la compta, c'est un outil de pilotage, c'est un système d'information. Et vous avez votre input, le output, en fait, la qualité de l'output, de ce que vous obtenez, de l'information fiable, hein, dépend de comment est-ce que vous avez des processus que vous avez mis en place en amont, de façon à fiabiliser et avoir une information rapide, hein. On appelle ça fast close. Si vous avez besoin d'avoir des informations de gestion mensuelles, trimestrielles ou annuelles, c'est important en fait d'avoir un processus de clôture des comptes, d'établissement, tenue de la comptabilité, établissement des comptes fiable, rapide, fast close, de façon à pouvoir avoir une information fiable très rapidement, et à prendre des décisions qui vont avec, hein. Donc ajuster la direction stratégique de l'entreprise, ouais. On parle, dans chaque pays a ses règles comptables, hein. Donc, il y a un espéranto comptable qui s'appelle IFRS, c'est des règles, un langage commun comptable international qui a été inventé par un Écossais, et qui a été adopté dans le monde entier maintenant. Les États-Unis prennent pour adopter tout ce qui est international. Euh, mais bon, ça s'appelle IFRS. L'origine, ça s'appelait IAS. Donc, c'est IFRS, c'est les règles comptables internationales. Sinon, chaque pays a ses règles, hein. Chaque pays européen a ses règles. Certaines entreprises, y compris les entreprises cotées, par exemple, en Europe, sont tenues de tenir les comptes, d'établir leurs comptes, publier leurs comptes selon les règles fiscales internationales, IFRS. Alors, les États-Unis, par rapport aux entreprises cotées sur le marché boursier américain à New York, et le Nasdaq, c'est optionnel en fait. Ils sont pas obligés en fait de publier leurs comptes selon les règles fiscales, selon les règles comptables internationales IFRS. Donc en France, on parle de plan comptable général. Donc le plan comptable, c'est pas le numéro de compte. Il y a une question de vocabulaire, hein. Donc c'est le plan comptable, c'est des règles comptables. Et le plan de compte, c'est les numéros de compte. Le plan de compte, c'est les numéros de compte qu'il faut qu'on utilise, ouais. Une mauvaise comptabilité, forcément, comme la plupart des gens
ne le savent pas aux États-Unis, en fait, une mauvaise comptabilité peut freiner en fait votre développement, le développement de votre entreprise. Donc, c'est vraiment un aspect important. Il faut pas attendre en fait qu'il y ait pendant la période de la déclaration fiscale pour se pencher sur en la comptabilité ou attendre ceux qui ont board, ceux qui ont levé des fonds et qui ont conseil d'administration. Il faut pas attendre la réunion, la réunion du conseil d'administration pour demander à son comptable, oui, voici toutes nos pièces comptables, on a besoin des comptes pour demain parce qu'on a un board meeting en fait dans 2 jours. Ouais. Donc voilà, comprendre le système comptable américain est important parce que on a un- des entreprises, par exemple, enfin, on a le cas, par exemple, d'une entreprise établie en Angleterre hein, et qui voulait s'exporter, en fait, aux États-Unis. Et bon, ils nous ont sollicité via leur avocat qui a créé la filiale aux États-Unis. L'avocat nous a mis en relation avec eux. On a eu un meeting avec eux et avec le comptable local, le comptable de la maison mère en France, en Angleterre. À la fin, le fondateur CEO, ont une grosse équipe. Et à la fin, ils ont décidé en fait de faire la comptabilité de la filiale américaine par le comptable anglais et d'employer un expert comptable local dans l'État où ils se sont implantés, dans la ville où ils se sont implantés en fait, où se trouve le siège de la filiale aux États-Unis pour gérer les aspects déclaration d'impôt sur le revenu. Et je leur ai dit, bon, c'est pas forcément une bonne idée, hein, parce que tout ce qui est déclaration fiscale transfrontalière, tous les comptables ne savent pas le faire. Et savoir le côté anglais et le côté américain, c'est important. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, en fait, donc, ben, si le comptable de la maison mère connaisse les règles comptables américaines, c'est une bonne chose, mais sinon, c'était pas une bonne idée d'avoir. Ça vous fait économiser des pennies pour vous créer des headaches, comme moi je dis en général, pour créer des soucis après en cas de contrôle hein, ou en cas de levée de fonds ou de valorisation. Donc, encore une fois, la compta, ça sert à beaucoup de choses, pas uniquement pour faire une déclaration fiscale. C'est des aspects, c'est un investissement, hein, donc comme tout, ça coûte de l'argent. Donc voilà, parce que les gens y mettent du temps, y compris vous en tant que dirigeant, votre équipe comptable maison. Ça prend du temps pour comptabiliser les transactions. Un aspect également important que je souhaite véhiculer, communiquer ici, c'est que la comptabilité, en fait, c'est une façon de modéliser l'activité économique. On a des gens qui nous disent, ouais, la compta coûte cher. Non, enfin, s'il n'y a rien à comptabiliser parce que vous n'avez rien acheté et vendu au cours du mois ou de l'année, il y aura la compta, il y aura pas beaucoup de temps, on aura besoin de passer beaucoup de temps pour enregistrer, modéliser l'activité de la société, en fait. Donc, ben, s'il y a eu beaucoup de transactions pendant une période donnée, oui, ça prend plus de temps, en fait, pour modéliser l'activité, en fait, économique de ce qui s'est passé, en fait, c'est la fois économique, juridique, marketing, ressources humaines, c'est tout ça, en fait. Donc, ça prend du temps. Et si vous avez un comptable, généralement, qui vous pose des questions, c'est pour comprendre les transactions, certains aspects, de façon à pouvoir bien les traduire en règles comptables locales. Ouais. Donc, c'est vraiment un aspect important qui mobilise toute l'équipe. Hein. Je me rappelle qu'il y a quelques années maintenant, quand j'étais étudiant ou quand je démarrais dans le métier en France, en fait, il y a eu une des règles comptables, comment on déprécie les immobilisations. Donc, les règles comptables de dépréciation ont changé par rapport au plan comptable général français, ce qui était une nouveauté hein, par rapport à la culture comptable qu'on a en France. Et ce changement, en fait, est dû à la transposition des règles comptables de l'espéranto comptable international qui s'appelle IFRS à l'époque. Donc, on a voulu, en fait, converger les règles comptables, cet aspect comptable en tout cas français, converger cet aspect comptable français avec les règles comptables internationales. Alors, donc, enfin, ce qui était un changement important en compte tenu encore une fois de la culture comptable qu'on a. Et un des changements, c'est que ça suppose pouvoir respecter cette nouvelle obligation comptable. Mais les comptables doivent travailler avec les opérationnels pour que je sache quelle est la durée de vie en fait d'une machine, d'une aile d'avion ou d'un moteur d'avion. Je suis pas ingénieur, je sais pas combien de temps en fait le moteur d'avion va durer. Ça dépend du nombre d'heures de vol, etc. Donc, c'est des calculs que les ingénieurs savent les opérationnels savent. Alors, donc, ça suppose que moi, en tant que comptable, je communique avec les opérationnels pour pouvoir savoir
la durée de vie, la dépréciation, donc sur combien de temps il faut que je déprécie les ailes d'avion, les moteurs d'avion, ou le châssis d'une voiture, ou la toiture d'une maison, ou etc. Donc, comptable, c'est pas vraiment une mauvaise image qu'on a en fait du comptable, c'est pas que des chiffres. C'est vraiment comprendre l'environnement économique, hein, l'environnement social, en environnement technique. Et c'est pour ça que dans les cabinets comptables, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des non comptables en fait, ouais, donc qui sont comptables, parce qu'on a besoin de toute cette expertise, hein, pour pouvoir signer les comptes, audit comptable et financier quand on est les commissaires aux comptes, pour pouvoir établir un compte, communiquer avec les techniciens internes, hein, toutes les autres équipes non techniques, non comptables en fait internes, et préparer l'audit comptable et financier. Ouais. En documentation comptable et transactions, c'est important. Et si vous êtes une entreprise en démarrage, ou si vous êtes indépendant, euh, pensez à bien séparer vos dépenses personnelles des dépenses professionnelles. C'est quelque chose qu'on voit souvent en fait. Donc, faut pas utiliser la carte de crédit personnelle comme carte de crédit pour payer les dépenses liées à votre entreprise. C'est plus simple, hein, justement pour économiser de l'argent. Si vous faites appel à un comptable pour tenir la comptabilité de votre entreprise en démarrage, bien séparer en fait les transactions, les moyens de paiement, ça facilite, ça permet d'identifier facilement tout ce qui est lié à votre activité professionnelle et tout ce qui relève en fait de l'ordre du personnel qui est à séparer en fait. Ouais. Il ne faut pas attendre au moment de la déclaration fiscale pour pouvoir dire, pour commencer à faire exporter les transactions de la carte de crédit personnel ou du compte bancaire perso en CSV et à commencer à identifier tout ce qui relève du personnel et tout ce qui relève en fait de votre activité. Ouais. Tout ça fait perdre du temps et en cas de contrôle fiscal, en fait, bon, ben, vous ne serez pas pris au sérieux. Ouais. Euh, la TVA, l'équivalent de la TVA aux États-Unis s'appelle la sales tax. C'est un peu différent de la TVA, hein. On en a parlé lors d'un de nos séminaires précédents. Tout à Euh, fait. il n'y a pas de TVA fédérale, il n'y a pas de sales tax fédérale aux États-Unis. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'impôt sur le revenu au niveau fédéral, en tout cas, est aussi important. Et on a vu lors de nos séminaires précédents en fait, que bon, ben, l'impôt sur le revenu représente l'essentiel des ressources de l'État fédéral. Hein. Donc, vous et moi, en fait, on contribue à plus de la moitié du budget fédéral, ouais, par l'impôt sur le revenu qu'on paye. Ouais. Il y a des obligations en fait de multi-États qui sont liées depuis quelques années à une décision de la Cour suprême des États-Unis pour compte tenu en fait du changement des modalités d'exercice d'une activité. Donc historiquement, il fallait avoir un magasin dans un État pour vendre dans l'État. Mais depuis le développement de l'Internet, hein, donc il y a, les ventes en ligne en fait ont explosé. On connaît des grands noms comme Amazon et autres en fait. Et donc bon, bah, Amazon avait pendant un certain temps en fait Amazon était tenu de collecter la sales tax dans différents États, parce qu'ils ont des magasins, ils ont des entrepôts quasiment dans tous les États. Et la plupart des gens achètent de tous les États via Amazon et en dehors des États-Unis. Donc, pendant longtemps, en fait, Amazon a fait front en disant non, moi, je ne veux pas le faire, etc. Et à un moment donné, en fait, ils ont dit, bon, ben, voilà, ça ne vaut pas vraiment la peine pour nous de continuer à nous battre pour rien. Parce que de toute façon, en fait, on a une activité économique dans quasiment tous les États. Et donc, plusieurs États, en fait, ont continué la bataille hein, parce que c'est une source de revenus importante pour eux, hein, donc la TVA, la sales tax. Et donc, en fait, ils ont demandé à toutes les entreprises qui vendent en ligne, hein, même si elles n'ont pas de boutique dans leur État, en fait, ils demandent à ces entreprises, en fait, de collecter la sales tax pour toutes les livraisons dans leur État. Donc, le litige a démarré ainsi. Bon, la Cour suprême elle leur a donné raison. Et donc, en fait, si vous faites la vente en ligne, si votre activité, en fait, grossit, ce qu'on vous souhaite, ben, vous serez amené, en fait, à livrer dans de plus en plus d'États, parce que les gens achètent de plus en plus d'États, en fait, en ligne, hein, auprès de vous. Et donc, en fait, bon, ben, la collecte et la
et la remise du, aux États en fait de la sales tax devient complexe. Ouais. Donc, Le reversement. le reversement, ouais, merci. Ouais, le reversement, donc la collecte et le reversement de la sales tax devient complexe. Ouais. Bon, il y a des entreprises qui se sont qui ont milité pour que la Cour suprême des États-Unis en fait adopte cette position et dont le business en fait a explosé. Hein. Donc ils embauchent des anciens agents de l'IRS dans leur conseil d'administration comme employés. Donc voilà. Ouais. Donc la collecte de la sales tax et le remboursement de la sales tax peut être une prise de tête si vous vendez en ligne et que votre activité démarre. Ouais. Mais sachez en tout cas qu'il y a des outils d'automatisation. Shopify, par exemple, CMI, ils ne faisaient pas ça avant, etc. Ils ont mis en place un partenariat avec une entreprise tierce pour vous accompagner. Ouais. La trésorerie, c'est un aspect important, c'est l'aide de la guerre. Hein. Et donc, la rentabilité, ça ne suffit pas pour développer son activité, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, pensez à la gestion du besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, c'est que si vous avez des délais de paiement, si, par exemple, vous donnez des délais de paiement à vos clients euh, et que vos fournisseurs vous donnent des délais de paiement également, ben, pensez à être payé plus vite que vous payez euh, par rapport au temps que vous mettez pour payer les fournisseurs. Hein. Donc, c'est schématiquement ça le besoin en fonds de roulement. Donc, si vous êtes payé, vous demandez à vos clients de vous payer plus rapidement par rapport au temps que vous donnent vos fournisseurs pour vous payer, normalement, vous ne devez pas avoir un besoin en fonds de roulement. Vous devez avoir un excès de trésorerie. Hein. C'est ça l'idée, en fait. Pardon. Alors, les investisseurs, s'ils avaient besoin de lever des fonds, en fait, sachez que les investisseurs, en fait, font des analyses détaillées pour savoir qui vous êtes. Hein. Donc, la compta, c'est un aspect essentiel. Hein, et les KPI, en fait, donc, c'est des ratios clés, en fait, de mesure la performance financière et économique de votre entreprise. Hein. Et donc, la mise en place de tableaux de bord financiers, à la fois pour vous, d'ailleurs, hein, en tant que gérant, en fait, à la fois pour vous, en fait, le fait d'avoir des tableaux de bord et de suivre ces tableaux de bord au fur et à mesure, en fait, ce sont des aspects importants. Donc voilà, donc si les emplois personnels, les charges sociales, la gestion de la paie, on va en parler un peu plus en détail. La comptabilisation de la paie, c'est un aspect important. Des outils, les processus en fait internes que vous avez en place pour détecter les anomalies. À la fois s'il y a de la fraude, hein, donc on voit souvent hein, à la fois dans des associations par exemple où de temps en temps on voit que le comptable le bookkeeper, celui qui tient la comptabilité a détourné plusieurs millions de dollars sur plusieurs années, euh, bon, au vu et au su de tout le monde. Et voilà, et en fait des processus internes, des procédures de contrôle interne, en fait, on appelle ça en fait séparation des tâches. Il ne faut pas que la personne en fait qui comptabilise le paiement des fournisseurs, par exemple, ait la main sur le chéquier ou ait la possibilité de faire des virements, euh, ait la main sur les moyens de paiement en général. Il faut que la personne, par exemple, qui passe les commandes, approuve les factures aux fournisseurs et transmettre en fait ces factures à une personne tierce qui initie le paiement en fonction du montant à payer. En fait, il y a plusieurs personnes qui approuvent le paiement. Donc, c'est ça, c'est le processus de contrôle interne pour limiter le risque de fraude. Le comptable est là pour vous aider. Le comptable est là pour vous aider à mettre en place ces procédures de contrôle interne. Mais c'est de votre responsabilité en tant que gérant, gestionnaire, CEO de la société, de vous assurer en fait que ces procédures sont en place et que vous pouvez dormir sur vos oreilles hein, et que limiter le risque en fait de fraude. Ouais. Ça Avant peut, qu'on Avant ça, qu'on continue, je rappelle à tout le monde, si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout, que ce webinaire est enregistré, il sera rediffusé sur la chaîne YouTube du French District et dans notre newsletter. Donc, si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au bout, vous pourrez quand même revoir le webinaire en entier. Pardon, Mathieu. non, pas de souci. Ouais. Donc le CPA, l'expert comptable, votre comptable a un rôle stratégique qui va au-delà des chiffres, hein, comme on le dit souvent. Hein. Donc
vous avez sur ces aspects-là, sur ces aspects de contrôle interne, vous aidez également, si vous voulez lever des fonds, ou emprunter auprès des banques, euh, et, euh, vous êtes en termes de réduction des risques réglementaires. Donc, c'est l'aspect comptable, là, c'est vraiment votre partenaire de croissance et n'hésitez pas, comme on le fait en France. Donc, en France, parce qu'il y a des obligations, le code de commerce impose des obligations comptables réglementaires, légales. En fait, les dirigeants d'entreprise ont des sanctions pénales à la clé, en fait, d'ailleurs. Pour mauvaise gestion, on peut vous interdire de gérer une entreprise pendant des années et des années. Ça n'existe pas vraiment au sens strict aux États-Unis. Donc, si vous avez déjà ces habitudes acquises en fait, acquises en Europe, et que vous êtes transféré pour gérer la filiale américaine, ou que vous voulez démarrer une activité aux États-Unis, en fait, pensez à garder ces bonnes manières. C'est un peu que vous aider en fait à être plus efficace dans votre gestion. Ouais. Il y a des aspects gérer son entreprise au quotidien. En fait, il y a les aspects comptables. Alors, il y a aussi les aspects sociaux. Les aspects sociaux, c'est tout ce qui touche en fait au personnel. Donc, le droit du travail américain, c'est complètement différent de ce qu'on connaît en Europe, hein. Donc, si vous êtes aguerri aux relations sociales, lutte avec les syndicats, ou négociation avec les syndicats, gestion des relations individuelles du travail, hein, donc embauche, discipline, licenciement. Oui, tout ça, en fait, c'est pas forcément obligatoire aux États-Unis, mais ça servira de benchmark. Ça servira, en fait, à mon avis, de bonne pratique. Faut pas dire, bon, on est aux États-Unis et il n'y a pas d'obligation légale, donc je fais ce que je veux. Ça peut coûter cher à la clé. Ce qui coûte cher, en fait, ce sont les litiges, hein. En, les États-Unis, j'ai entendu ça de différentes personnes, y compris des avocats anglais, israéliens et autres, en fait, on est tous d'accord pour dire tous ceux qui viennent de l'étranger, qui sont aux États-Unis, en fait, voient qu'on observe que les États-Unis sont très litigieux. C'est un environnement fortement litigieux. Et embaucher un avocat peut coûter cher, hein, par rapport à ce que ça coûte en Europe en général. Et la procédure judiciaire est relativement longue, hein. Donc, vous allez continuer à payer. Et si vous êtes condamné parce que vous n'avez pas proprement respecté les obligations en cas de licenciement, ben, ça peut coûter beaucoup plus cher que ça ne le coûterait en fait en Europe. Ouais. Il y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Et les avocats en fait mettent le paquet parce que généralement ils prennent une commission, ils prennent un pourcentage en fait des dommages et intérêts. Donc si vous avez déjà géré en Europe et que vous venez aux États-Unis et que même si c'est pas légalement obligatoire, ce que vous faites habituellement en Europe, euh, considérez ces pratiques-là comme de bonnes pratiques, et conformez-vous, mettez-les en pratique dans votre filiale ou dans l'entreprise que vous démarrez aux États-Unis. Ouais. Ça ne peut que faire du bien. Ouais. Parce que les litiges sont fréquents. Ouais. Ce qu'on voit en cas de conflit dans les relations individuelles du travail avec un employé, ce qu'on recherche généralement, en fait, c'est les discriminations. Donc, si la procédure est discriminatoire, tant que vous ne touchez pas à la discrimination, en fait, bon, ben, euh, il n'y a pas, vraiment pas de raison de ne pas pouvoir licencier une personne. Ouais. Voilà. Mais avant d'embaucher, en fait, pensez à bien valider que la personne est autorisée à travailler. Alors, il y a des plateformes, la nouvelle administration fédérale, en fait, a mis en place, ils ont passé un décret, hein, donc qui oblige le gouvernement fédéral à avoir un site Internet où les employeurs, en fait, valident que la personne qu'ils envisagent d'embaucher est autorisée à travailler, en fait. Ouais. Bon, il faut faire la validation après savoir en, offert d'embaucher la personne. Faut pas que l'autorisation de travail soit une raison de ne pas embaucher, en fait. Donc voilà. Donc vous embauchez, vous faites une offre d'embauche. Et avant que la personne ne prenne ses fonctions, ben, vous vous assurez que cette personne est autorisée à travailler. Et ça, cette validation se fait au moins du formulaire I9. Donc voilà, il y a des questions, des documents à approuver. Tout est indiqué sur le formulaire I9. Les background checks, effectivement, hein, donc on est dans un pays assez vaste.
en plusieurs centaines de millions d'habitants et on est tous différents et faites attention à qui vous embauchez, mais il y a des règles dans les background checks. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et pour éviter que les gens ne restent au chômage pendant trop longtemps, il y a de plus en plus de lois qui limitent ce que vous pouvez contrôler en fait et ce que vous pouvez utiliser comme raison pour ne pas embaucher. Et de la même manière, en fait, oui, la transparence de la rémunération. Il y a de plus en plus d'États qui imposent une transparence dans la rémunération. Donc, faites attention si vous passez une annonce, si vous voulez embaucher que euh, vous, euh, vous passez une annonce, il y a des obligations en fait de communication de la rémunération, en tout cas de la tranche, de la fourchette de rémunération pour ce type de poste, le poste que vous cherchez à recruter pour. Euh, il faut communiquer en fait une fourchette de rémunération. Mais bon, l'obligation dépend du nombre d'employés. Par État, il y a des États qui disent, New York, je pense que c'est à partir de 5 employés. Alors, si vous avez 5 employés que vous voulez en- en- embaucher, vous passez une annonce, alors, il faut indiquer oui, en fait, ce poste, la rémunération correspond à cette tranche-là, en fait, de rémunération-là. C'est obligatoire. Et donc, la Californie a ce type de loi également. Donc, encore une fois, faites attention en fonction de l'État où vous exercez et que vous voulez passer une annonce, en fait, il y a des obligations de communication, transparence en termes de rémunération. Ouais. Contrat de travail, c'est pas forcément obligatoire, mais ce qui se fait couramment, en fait, c'est une offre d'embauche. Et il y a, faites attention aux clauses de confidentialité. On est dans l'avènement de l'AI. Hein. Donc, voilà, on a un collègue, en fait, dont un des employés est parti avec leur idée de AI, il est parti faire la même chose, exactement la même chose en créant son entreprise. Hein. Donc, on va parler de la protection des droits de la propriété intellectuelle un peu plus tard, mais pensez aux clauses de confidentialité. Donc, ce sont des raisons pour lesquelles, même si l'écrit n'est généralement pas obligatoire, le contrat de travail écrit n'est pas généralement pas obligatoire, mais on va se protéger vos intérêts, les intérêts de votre entreprise, hein, justifierait que bon, ben, vous ayez un document écrit, hein, où par exemple vous dites, voilà, ce que l'employé a le droit de dire, de faire, de communiquer à l'extérieur. Un aspect aussi important, bon, mais c'est de différencier qui est employé, qui est indépendant, un travailleur indépendant. On parle de employee versus independent contractor. C'est un aspect critique, vraiment important. Et là également, il y a de plus en plus d'États qui font des contrôles. C'est un contrôle paye. Hein. Un salarié, vous payez des charges patronales. Un indépendant, vous payez rien. Et il y a des employeurs qui disent, bon ben voilà, moi je ne veux pas me prendre la tête à faire la paye pour vous et ça me coûte moins cher, donc vous êtes indépendant. Ça, on entend ça souvent en fait. Euh, et c'est pas une raison en fait. C'est pas vraiment une raison, le fait de ne pas vouloir faire la paye ou le fait de ne pas vouloir remplir des obligations en tant qu'employeur parce que c'est plus simple, c'est pas une raison. Il y a des critères, en fait, des conditions. Euh, si vous devez documenter le type de relation que vous avez avec le travailleur. Hein. Il y a des ressources vraiment pratique sur le site du cabinet mloncp.com qui explique les conséquences et comment déterminer si quelqu'un est un travailleur indépendant ou employé en fait. Ouais. Ça peut coûter cher. Hein. On a eu des contrôles paye, hein, des charges sociales en fait, des arriérés de charges sociales qui ont été demandés à l'employeur parce qu'ils ont considéré quelqu'un comme indépendant en fait à tort. Hein. Le temps de travail et les heures supplémentaires au niveau fédéral, c'est light. Et en fonction du changement d'administration, en fait, ils changent les règles. Mais les États, en fait, bon, ben, là où l'administration fédérale en vacille, hein, les États sont là, en fait, pour combler le vide, hein, notamment les États démocratiques. Donc, voilà. Donc, si pensez à vous assurer que vous respectez les règles en fait en termes de rémunération des heures supplémentaires, parce qu'il y a une fois il y a des avocats qui sont aux aguets et qui attendent qu'il y ait un employé qui vienne à eux en fait et qui demande est-ce que vous avez des collègues en fait qui ont vécu la même chose en fait et qui lancent une class action, une action de groupe, une action de groupe en fait pour que vous vous retrouvez à payer des frais d'avocat pour défendre le fait que vous ne payez pas des heures supplémentaires à la plupart des employés.
à défendre et à payer le cas échéant, négocier pour éviter une procédure qui s'éternise et qui coûte beaucoup, hein. Oui, les avocats prennent une commission. Les avocats qui défendent des employés prennent une commission. Et donc, ils sont prêts à ne pas lâcher, en fait, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est des exemples vécus, tout ça, hein. Donc, des exemples vécus, donc faites attention, ouais. Il y a une espèce de SMIC, un minimum wage, au niveau fédéral et au niveau étatique. Et au niveau étatique, selon les États, en fait, bon, ben, le minimum wage a plus que doublé, ce qui fait sens, hein, parce que le coût de la vie, par exemple, à New York, si vous êtes dans la ville de New York, le coût de la vie a augmenté. Et donc, à New York, en fait, ils ont plus que doublé le minimum wage, en fait, ouais, le SMIC, ouais. Et si vous employez, en fait, des livreurs à domicile, hein, il y a euh, une attention particulière, hein, qui a été portée par la ville de New York, le législateur, les politiques de la ville de New York, en fait, aux livreurs à domicile, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être proprement rémunérés de façon à, à vivre décemment, ouais. Les avantages sociaux sont limités. On dit que le coût du travail n'est pas le même aux États-Unis qu'en Europe, mais c'est une lueur, hein. Donc un, un- ce n'est que de façade, hein, parce que si vous voulez attirer les hauts talents, si vous voulez attirer vous êtes dans un secteur où la main-d'œuvre, la concurrence en fait par rapport aux personnes, aux salariés qualifiés, et vive, mais oui, il faudra il faudra donner offrir des avantages sociaux conséquents, type retraite complémentaire pour 1K, assurance, couverture médicale, et tout ça, ça coûte en fait. Ouais. Donc, à- en principe, en fait, le bulletin de paye est plus light. Il y a moins de rubriques sur un bulletin de paye américain que par rapport à un bulletin de paye français. Mais si vous rajoutez tous les avantages sociaux, et que par rapport à ce dont bénéficient réellement les salariés, vos employés, bon ben, je pense que le coût du travail aux États-Unis est beaucoup plus élevé que le coût du travail en France. Ouais. Encore une fois, ça c'est cette déclaration j'ai pas de statistiques globales, mais c'est basé sur mon expérience et je pense pas être en mis en porte-à-faux par rapport à ça. Parce qu'on a fait des consultations à des clients et c'est notre conclusion en fait. Ouais. Voilà. On a vu tout à l'heure en fait que le contrat de travail, c'est un contrat, il y a donc la liberté de rester dans l'emploi, la liberté de partir du jour au lendemain. Alors, ce qui génère des frustrations, hein, donc en tant qu'employeur, parce que vous savez, un employé qui peut partir du jour au lendemain, ne pas revenir le lendemain, hein, c'est quand même un peu gênant quand on est employeur, hein. Mais de l'autre côté, vous pouvez laisser partir quelqu'un du jour au lendemain, oui. Bon, ça, je sais pas, généralement, on n'a pas de raison de laisser partir les gens comme ça du jour au lendemain, mais donc, employment at will, en fait, c'est ce qui se passe dans la plupart des États. C'est à double tranchant, c'est dans les deux sens, c'est pas forcément en fait une bonne chose quand on est employeur, hein. Si vous employez de l'étranger, vous employez en fait des travailleurs étrangers, il faut peut-être penser au visa. Typiquement, en fait, c'est les visas de transfert inter-entreprise, hein. Si vous voulez transférer un employé de votre pays d'origine, en fait, de la maison mère aux États-Unis, c'est les visas de type L. Si les visas E, en fait, E2, typiquement, en fait, sont maintenant ouverts à certains employés. Si vous voulez employer quelqu'un qui a la même nationalité que vous en tant qu'entreprise, hein, il y a possibilité de faire une demande de visa E2, hein. Il y a d'autres types de visas comme type H1B à défaut. Et H1B, c'est devenu, avec la nouvelle administration, en fait, il faut payer des centaines de milliers de dollars par an, en fait, pour renouveler ou garder le Oui, H1B. le H1B est quasiment mort, ouais. Il n'est plus utilisé maintenant. Voilà, Depuis que... avec la nouvelle politique, en fait, c'était une politique intentionnelle. Il y a beaucoup de litiges, hein. Il y a beaucoup de litiges, des actions en justice contre la décision. Mais pour l'instant, en tout cas. Voilà, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais il y a des instances en cours. Donc, il y a des chambres de commerce américaines, hein, des organisations patronales qui ont tenté une action en justice.
bah, vous imaginez la plupart en fait des tech compagnies type Apple, Google, Microsoft, ils utilisent beaucoup de H1B. Donc, elles sont pénalisées en fait ces entreprises. Ouais. Donc, en fonction de l'administration, les choses peuvent évoluer, mais gardez en tête que le visa, ça peut être un souci. Hein. Donc, on a des clients qui ont du mal à démarrer leur entreprise aux États-Unis parce qu'elles cherchaient à embaucher une compétence spécifique française hein, et que c'est que bon, déjà il faut trouver la bonne personne qui soit disponible pour laisser tout et venir aux États-Unis et ils en ont trouvé, mais le visa a été refusé pour des raisons qu'on ignore, donc c'est des aspects importants. Ouais. La rémunération, c'est un aspect important et c'est basé typiquement sur la performance. Il y a pas de règle, hein, donc si vous travaillez bien, vous pouvez avoir des commissions en fait énormes. Donc voilà, donc si c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir des syndicats derrière en fait pour dans la plupart des entreprises pour négocier. Donc c'est vraiment de la rémunération par rapport à la performance individuelle. Hein. Si vous travaillez bien et typiquement en fait votre hiérarchique en fait l'admet, on le voit et le communique hein, et vous êtes rémunéré en conséquence. Voilà. Euh, Si vous devez laisser partir un salarié, en fait, bon, ben, c'est important, même si vous pouvez le faire à tout moment sans raison. On pensez, pensez quand même à documenter pour limiter les risques en fait juridiques dont on a parlé. Hein. Euh, et indemnité de licenciement, donc ça s'appelle un severance. Typiquement, en fait, bon, ben, en fonction si la personne que vous licenciez, hein, donc si c'est un cadre, le package en fait de licenciement peut être important. Hein. Voilà. Donc, mais les plans sociaux se font en- assez facilement sans qu'il y ait besoin de l'intervention de syndicats. Hein. Je crois que par exemple récemment c'est PayPal qui disait oui avec AI ils peuvent faire avec moitié moins de personnes ce qu'ils font habituellement avec l'IA, AI, intelligence artificielle. Et donc ils ont décidé en fait avant tout le monde de licencier beaucoup de personnes mais de ce que j'ai entendu, en fait, oui, le fondateur, un des fondateurs CEO disait oui, en fait, qu'ils ont bien traité, en fait, ceux qui sont obligés de laisser partir. Hein. Donc, le package de départ était important. On a quelques clients pour lesquels on fait des déclarations d'impôt sur le revenu et qui, malheureusement, ont perdu leur emploi et qui également ont bénéficié de packages significatifs. Donc, on se retrouve avec une déclaration d'impôt plus d'un demi-million de revenus sur leur déclaration d'impôt sur le revenu en 2025 aux États-Unis. Parce qu'ils ont bénéficié d'un package important. Ouais. Donc voilà, donc les packages en fait pour licenciement peuvent être importants. Une séparation bien gérée protège durablement votre entreprise. Ouais. Euh, tout ce qui est discriminatoire est à éviter. S'il y a des plaintes, pensez à tenir compte, à les traiter rapidement et documenter les enquêtes, notamment en fait, enquête pour harcèlement. Donc, si vous avez une plainte pour harcèlement sexuel, hein, ça, c'est un aspect très important, critique aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, c'est, on a des personnes qui ont bénéficié de plus de plusieurs millions en fait, de dollars de dommages et intérêts parce qu'elles sont estimées en fait qu'elles ont été l'objet de harcèlement sexuel. Ouais. Donc voilà, donc ça coûte très cher, tout ce qui est harcèlement sexuel. Alors, donc s'il y a une plainte pour harcèlement sexuel et que vous êtes gérant de la société, un des responsables, pensez à prendre des choses très sérieusement parce que ça coûte très 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 cher. Donc en gros, en fait, le marché américain en termes de relations individuelles du travail, collectives du travail, combine à la fois une flexibilité et une forte exposition juridique avec des euh, coûts financiers qui peuvent être ruineux hein, si on ne fait pas attention. Ouais. Donc, voilà. Les aspects juridiques, donc on a vu les aspects comptables, les aspects sociaux, les aspects juridiques, en fait, c'est un troisième composant en fait, de la gestion en- comptable, sociale, juridique et fiscale au quotidien de votre entreprise. Hein. Donc, il y a d'autres aspects comme le marketing, comme la stratégie d'entreprise. Hein.
en, en aspect financement, mais tout ça tourne autour de ces quatre points qu'on est en train de voir, hein. Donc, l'environnement juridique américain est très structuré. Comme on l'a dit. Il y a beaucoup d'avocats et la plupart des avocats prennent un pourcentage. Je dirais rien de négatif, mais bon, voilà. Donc, on a des gens C'est comme cherchent. ça. C'est Ouais, comme ça oh que ça ouais, marche. ouais, oh ouais, c'est vraiment comme ça marche. C'est complètement différent. Nous, on est un cabinet franco-américain, donc on suit ce qui se passe en France en termes de décision, etc. Et donc, on voit qu'il y a des décisions qui vont jusqu'à à la Cour de cassation, équivalent à la Cour suprême en France. La Cour de cassation pour des litiges de 10 000 euros. Aux États-Unis, non, en fait, si vous avez un litige de 50 000 dollars, vous aurez du mal à trouver un avocat pour vous défendre. Et si vous avez un litige de plusieurs millions ou si vous avez des collègues qui sont impliqués également, oui, ils sont prêts en fait à mettre le paquet parce qu'ils prennent un pourcentage. Ouais. Le Delaware, en termes de création de société, reste l'état de référence parce que en fait, ils ont un droit des sociétés bien établi, hein. Donc, il n'y aura pas de surprise. Il y a une jurisprudence établie, il y a le système juridique judiciaire américain est basé sur le système des précédents. Donc, l'importance de la jurisprudence, en fait, est importante. Et donc, c'est pour ça que, bon, ben, si vous êtes une entreprise cotée, vous savez à quoi vous attendre, en fait, si vous êtes immatriculé dans les délais. Donc voilà, on a eu le cas récemment où quelqu'un, en fait, un dirigeant, le milliardaire, l'émigré le plus célèbre dans l'histoire des États-Unis, a voulu se faire un package. D'ailleurs, et le conseil d'administration a approuvé de plusieurs milliards de dollars de rémunération de paquets de rémunération et certains actionnaires minoritaires ont saisi des avocats ou les avocats sont partis et leur dit, ben, voilà, si vous êtes minoritaire, on peut vous défendre. Et donc, en fait, ils ont tenté une action en justice et le Delaware, dans cette entreprise, donc, est immatriculée dans le Delaware. Et donc, en fait, la juge, qui est une dame, en fait, a donné raison aux minoritaires. Elle a dit, bon, mais elle voit pas pourquoi l'immigré le plus célèbre des États-Unis, en fait, toucherait une rémunération de plusieurs milliards de dollars et on ne sait pas la contribution, ce qu'il apporte, en fait, qui justifierait ça, ouais. Et cette personne n'était pas contente, donc elle a dit, bon voilà, partez tous du Delaware et allez tous vous immatriculer au Texas. Donc ils envisagent en fait de transférer le siège social de cette entreprise automobile très célèbre en fait, transférer le siège social du Delaware au Texas parce que le paquet de rémunération du dirigeant fondateur n'a pas été accepté par les juges du Delaware. Ouais. Donc, ouais, le Delaware est un investisseur friendly du côté patronal en général, mais bon, il y a quand même des limites. Ouais. Il n'y a pas vraiment de dépôt de compte obligatoire, il n'y a pas l'équivalent du greffe comme on l'a en France pour ceux d'entre vous en fait qui connaissaient ce système qui est de la France. Euh, mais il y a des obligations qui requièrent des informations comptables et financières. Donc, voilà. Mais il n'y a pas l'équivalent du greffe en général. Ouais. Les conservations des pièces comptables, en fait, et des documents juridiques, c'est des aspects importants. Et donc, typiquement, il faut conserver les documents comptables au moins pendant 3 ans. Et les documents juridiques, oui, à vie, hein. Surtout si, en cas de transformation de la société. Tout à fait. Donc, si vous voulez, en fait, monter votre entreprise et la vendre, ce qui arrive, hein, oui, il y a besoin d'avoir des documents juridiques à jour de façon à passer le due diligence juridique. Donc, il y a un due diligence typiquement juridique si vos investisseurs sont sérieux, hein. Les contrats commerciaux américains sont... Juste Mathieu, juste quelque chose, vu qu'on arrive pas loin de la fin. Si vous avez des questions à poser, chacun, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&A. Vous pouvez rédiger vos questions et on les traitera à la fin si vous en avez. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, les contrats jouent un rôle central hein, dans l'environnement américain. Donc, nous, latins, en fait, en culture juridique,
latine, en fait, la parole donnée, en fait, a quand même un poids. Le fait de connaître des gens a un poids et la parole donnée a un poids. Mais ici aux États-Unis, non, il faut pas écouter ce que les gens vous disent. Il faut vraiment un document écrit. Si on n'avez pas d'écrit, c'est pas une bonne chose, hein. Euh, les contrats sont généralement développés, le modèle un peu différent. Il y a quand même une influence du courant juridique anglo-saxon dans le courant juridique en français, latin. Euh, il commence à intégrer des choses comme définition des termes, en début de contrat, etc. Parce qu'on a de plus en plus d'avocats français qui viennent enseigner, qui viennent étudier aux États-Unis, qui exercent aux États-Unis. Et l'économie est globale, hein. Donc la mondialisation fait que bon, ben, voilà, on a des cabinets d'avocats qui sont transfrontaliers, donc qui ont une implantation à la fois une implantation dans plus d'un pays et donc cette influence joue également en fait quoi. Donc les gestions des risques est un aspect important comme on l'a vu hein, à la fois sur le plan en contrat, le droit du contrat et le droit contractuel, le droit des ressources humaines, hein, le droit social, le droit fiscal. Donc pensez à avoir des documents écrits, ouais, donc l'écrit est vraiment important aux États-Unis. Ouais. Et faut pas, ouais, pas trop souvent, mais on a eu le cas où je parlais à une avocate qui me dit oui, le risque en fait des clients européens, c'est qu'ils pensent que bon, mais, leur avocat européen peut rédiger des documents américains et c'est pas tout à fait le cas en fait. Je l'ai entendu de quelqu'un qui est une américaine, une avocate américaine en fait, qui anime des séminaires dans les pays d'Europe de l'Est, du Nord, et qui a observé ça et qui me disait ça effectivement. Ouais. Donc il m'a dit oui, pendant Covid-19, je m'attendais à être sans travail, mais la plupart des, des, euh, des entrepreneurs d'Europe du Nord où je fais des webinaires en fait sont venus à moi parce ils ont profité en fait de la pause Covid-19 pour penser à s'implanter aux États-Unis. Donc, j'avais beaucoup plus de travail hein, que ce à quoi je m'imaginais. Et donc voilà, mes séminaires faisaient l'aller-retour hein, donc entre les États-Unis et ces pays d'Europe du Nord pour animer des séances euh, de formation sur les différents types de structures juridiques, comment c'est implanté aux États-Unis, les contrats et tout le reste. Et c'est un des enseignements de cette expérience-là qu'elle partage avec moi. Donc, les avocats américains sont les partenaires de votre développement hein, aux États-Unis, comme les experts comptables en fait le sont pour tous les aspects autres, social, juridique, fiscal. Euh, bon, les coûts sont pas, le coût, les honoraires euh, ne sont pas forcément abordables. Alors, on a un client qui a dépensé plusieurs millions de dollars pour défendre une patente. Et parce qu'un de leurs concurrents, en fait, s'est comporté d'une façon qui s'estime n'était pas très pro. Et mais, donc, ça leur a coûté plusieurs millions. Ils ont embauché un gros cabinet, en fait, dans le domaine de IT, qui sont basés à Washington. Ce cabinet est basé à Washington. Euh, mais c'est des gens qui facturent. On a vu des factures de 500 000 dollars et facturent mensuellement. Donc voilà. Donc ça peut, en fonction du litige, en fait, ça peut aller vite. Ouais. Ce client a quand même réussi à négocier en disant, tiens, voilà, si vous perdez, on cap, on met un cap, on met un plafond. Donc, si vous perdez si on finit, en fait, on met tout ça en place, mais les juges, les tribunaux de comparaison, on va limiter vos honoraires, hein, mais si on gagne, en fait, on va vous donner un bonus, ouais. Et malheureusement, ce client a perdu. Donc, au lieu de la facturation réelle de 10 millions, plus de 10 millions, en fait, ils ont payé un peu moins, ouais. Ils ont payé le plafond négocié, ouais. Et ils ont perdu non pas parce qu'ils avaient tort, hein, ils ont perdu parce que l'avocat, bref, les autres avocats ont plus expliqué en termes simples aux jurés, expliqué non pas en termes juridiques en ce qui se passe, plutôt que par rapport à aux avocats de notre client en fait qui est resté sur un vocabulaire technique que les jurés n'ont pas compris en fait. Ouais.
Donc, comme quoi la communication est importante. Est importante. Aspect comptable, aspect sociaux, aspect juridique et aspect fiscaux. Oui, c'est en fonction de la structure, du type de forme juridique de votre société aux États-Unis, si vous êtes une corporation. On entend souvent des gens qui viennent à moi en disant, tiens, je veux former une C corporation. Donc, il n'y a pas de C corporation. Il y a schématiquement une LLC, les formes de société, limited liability company, limited liability partnership, partnership et corporation. Donc, ce sont les formes, les trois formes courantes. Typiquement, les partnerships, c'est pas, les entreprises commerciales ordinaires n'adoptent pas la forme de partnership. Il y a des cabinets d'avocats qui ont la forme de partnership. Il y a des entreprises dans l'exploration pétrolière qui adoptent la forme de partnership parce qu'ils lèvent des fonds par puits de pétrole. Donc, en fait, c'est comme c'est comme en fait, ils lèvent des fonds, en fait. Ils ont des investisseurs qui viennent ensemble et qui mettent de l'argent en commun pour explorer un puits de pétrole, explorer l'existence en fait, de pétrole. Et s'il y a du pétrole, en fait, bon, ben, on crée un puits, et on exploite le puits et on fait des profits et on distribue des dividendes. Donc, dans le domaine d'exploration pétrolière, ce type de société, c'est typiquement un partnership. Certains cabinets d'avocats, encore une fois, en fait, adoptent la forme de partnership. Mais à part ça, la plupart des sociétés, en fait, adoptent la forme de corporation ou de LLC, en fait. Donc, en fonction du type de forme de société, ben, vous serez soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est C Corporation. Donc, C Corporation, c'est pas une forme de société. C'est une façon d'être imposé, en fait. Et si vous êtes imposé à l'IS, le taux d'imposition forfaitaire, depuis quelques années, en fait, est de 21% au niveau fédéral. La plupart des États ont un impôt, un flat taux également, un forfait. Donc, si vous êtes imposé à un taux forfaitaire au niveau fédéral, typiquement au niveau des États, vous avez un forfait également pour l'impôt sur les sociétés. Alors, si vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu, si vous êtes une LLC qui n'a pas d'option pour être imposé à l'IS, donc vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu et vous êtes soumis au barème par tranche, selon que vous êtes marié, déclaré conjointement ou célibataire, ou personne vivant seul avec des enfants à charge, des personnes à charge. Ça, on en a parlé d'un de nos webinaires précédents. En, une présentation en particulier, c'est que le franchise tax, les gens disent oui, je vais m'implanter dans le Delaware parce qu'il n'y a pas d'impôt. Oui, il y a peut-être des formes d'impôt qui me disent alors non. Ça s'appelle pas impôt sur les sociétés, mais ça s'appelle le franchise tax. Donc, si vous êtes dans le Delaware, oui, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés si vous n'avez pas d'activité dans le Delaware, parce que la plupart des entreprises n'en ont pas. Mais tous les ans, vous allez payer un franchise tax. Il y en a des clients, en fait, qui payent beaucoup plus de franchise tax qu'ils ne payent d'impôt sur les sociétés. Donc, en fonction du nombre d'actions que vous avez émises, en fonction de votre cap table, ils appellent ça, euh, ça peut coûter très cher. Si vous êtes juste une entreprise ordinaire et vous avez des actions nominales et il n'y a pas, enfin, bref, là, vous allez payer $250 tous les ans, en fait. Ouais. Donc, voilà. Euh, En cas d'audit, en cas de contrôle fiscal, oui, pensez pensez à bien documenter les écritures fiscales, vos déclarations, parce qu'en cas de contrôle fiscal, oui, ils vont demander la comptabilité, et à partir de la comptabilité, ils demandent des pièces comptables. Euh, et tout ce qui est flux internationaux, donc si vous avez une activité aux États-Unis, une activité en dehors des États-Unis, et qui a des échanges à la fois en financiers, hein, des flux monétaires, hein, ou des ventes de produits ou des refacturations de frais. C'est des aspects que les impôts regardent de près, ouais. Et depuis quelques années, c'est vraiment valable dans tous les pays du monde entier, ouais. Parce que, en fait, chaque pays maintenant veut s'assurer que les entreprises qui travaillent, hein, qui ont une activité sur leur territoire, payent l'impôt qu'elles doivent, hein. Donc voilà, il y a eu une ONU en fait ONU fiscales, hein, de tous les pays, y compris des pays comme l'Algérie, des pays, d'autres pays africains en fait qui font partie d'un accord global, hein, de façon à lever un impôt minimum, hein, ouais. Donc l'expert comptable, les avocats fiscalistes sont vos alliés, protéger vos intérêts, notamment pour tout ce qui est cross-border, tout ce qui est transfrontalier.
faites attention. Si vous voulez dire, non, là, je ne veux pas payer, si, faut que je refacture, j'ai plus de factures aux États-Unis ou en France parce que en France, on fait quand même beaucoup d'impôts. Et donc, il faut que je transfère de profit, en gros, en fait, que je surfacture en France de façon à payer mon impôt. C'est très dangereux parce que bon, ben, vous allez être redressé rapidement. Ouais. Voilà, et il y a une amende spécifique en cas de mauvaise foi, hein. À la fois en France et aux États-Unis. Il y a une amende spécifique, ouais. Comme quoi on n'est pas si différent, ouais. Euh, tout ça pour vous dire, en fait, oui, et la gestion comptable, fiscale, sociale, juridique et tout le reste, tout ça, c'est interconnecté. Il faut tout ça pour en faire vivre votre entreprise, hein, pour que votre aventure entrepreneuriale aux États-Unis, en fait, marche. Voilà, donc nous, on est là pour vous accompagner. On préfère une approche 360 degrés où on a une vision à la fois sur les aspects comptables et les aspects fiscaux, sociaux. Ça aide en fait à vous accompagner de façon globale, hein, et à donner, sans que vous ayez à nous dire, voici, on fait ceci ou cela, en fait, on voit ce qui se passe et on pourra vous conseiller de façon plus proactive, de façon plus proactive, hein. Donc, c'est la vision, l'approche énoncifiée. Et donc, voilà, donc on est là pour vous accompagner, en particulier sur tout ce qui est France, États-Unis. Et au-delà de la France et des États-Unis, oui, on a des Irlandais, des Anglais, comme j'en ai parlé, on a des Belges, des Suisses. Donc, c'est pas que limité à la France, ouais. J'espère que cette séance a été informative. Il y a beaucoup plus de ressources sur notre site internet, mnosite.com. En fait, faut pas vous baser sur le webinaire pour prendre des décisions uniquement. Ça vous aide à démarrer la conversation avec votre conseil, hein, que ce soit un avocat ou que ce soit un expert comptable. Donc, voilà, vous avez des éléments de base de façon à pouvoir communiquer efficacement avec votre conseil. Ouais. Euh, Merci et back to you, Romain Angeletti. Vous êtes sur mieux, Romain, on ne vous entend pas, Pardon, Mathieu. hein. Merci beaucoup, Mathieu. Je tenais aussi à rassurer aussi ceux qui nous ont écoutés. Le système américain a des spécificités, il est très sérieux, il faut le traiter très, parce qu'il y a des responsabilités très importantes. Et en même temps, c'est quand même un soulagement de se retrouver en termes de administratif, de traitement administratif, de réglementation, même comptable. Il y a des choses qui sont un peu plus faciles et un peu plus souples aux États-Unis. Hum, Et même s'il faut pas rigoler avec ça, il faut pas le faire comme vous l'avez raconté sur un tableau Excel, parce que évidemment, il faut passer par un comptable ou un expert comptable qui connaît son métier et qui a des responsabilités. Euh, Si le travail est mal fait, mais c'est quand même plus simple. Il y a quelque chose, et notamment la gestion sociale, la gestion des employés. hum. Voilà. Il y a des risques qui sont importants, il faut faire attention. Et merci beaucoup de nous avoir alertés là-dessus, parce que ces risques sont réels. Mais globalement, ça se passe plus simplement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Mathieu. Ah oui, 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 c'est au quotidien, vous n'avez pas, si vous voulez licencier quelqu'un, en fait, il faut un avertissement, il faut enfin toute une procédure disciplinaire, mais qui, avec le recul, en fait, je dirais, oui, si vous avez déjà vécu ça en France, vous devez travailler comme salarié ou gérer une entreprise en France ou ailleurs en Europe, hein. Donc, la plupart, le Royaume-Uni est peut-être un peu différent, c'est les cultures anglo-saxonnes. La Suisse a également un système proche du système américain. J'étais en mission une fois en Suisse, chez un client en Suisse, et on, on nous a dit le CFO est parti, il ne reviendra pas. Donc, ils ont licencié le CFO pendant qu'on était en mission, ouais. Et du coup, en fait, on va dire ben, à qui on parle et à qui on fait ceci, cela. Ouais. Donc, la Suisse également, apparemment, en fait, a implement at will, comme aux États-Unis. Ça, c'était bien avant que je me retrouve aux États-Unis. At will, c'est Euh, tant que les gens ont envie de travailler ensemble, ils continuent à travailler ensemble. ouais, voilà, ouais. Donc, en France, il y a un système similaire pour les administrateurs. Alors, ça s'appelle ça, en fait, licenciement ad nutum. Ad nutum, en fait, oui, on peut licencier un administrateur à tout moment, sans raison, avec raison, voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, ouais. Donc, quand on est employé, en fait, on est quasiment un administrateur, l'équivalent d'administrateur de société en France, où on peut être licencié, on peut être remercié ad nutum à tout moment, ouais. Ça, le code de commerce le dit, ouais. Je crois que c'est toujours encore le cas en France, ouais.
Donc, voilà. Donc là-dessus, il y a des exceptions en Europe, mais globalement en Europe, où il y a quand même une procédure disciplinaire qui va de l'avertissement en fait au licenciement, qui est la mesure extrême en fait. Mais avant qu'on arrive au licenciement, oui, on vous a déjà notifié et que ça ne change pas, les choses n'avancent pas. Mais voilà, je comprends. Une entreprise, on gère une entreprise, c'est euh, c'est pas évident et donc on n'a parfois besoin de réactivité, de faire partir les gens. Mais s'il y a un cas de faute lourde en France, il y a une faute lourde qui empêche qu'on vous garde, on peut vous demander de partir du jour au lendemain également. En fait, ouais. Donc c'est pas forcément de l'avertissement jusqu'à la fin. Donc si vous êtes bon, en fait, tout ça pour vous dire, oui, il faut voir. Hein. Et l'expérience que vous avez en Europe vous servira à être un meilleur gérant aux États-Unis à coup sûr. Ouais. Donc, en adoptant ces mesures comme de bonnes pratiques. Ouais. Il y a une flexibilité, oui, forcément, aux États-Unis, il y a une flexibilité. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et si vous avez déjà documenté que vous avez essayé de former, c'est ce qui se passe généralement aux États-Unis. Ouais. Donc, on ne licencie pas les gens comme ça du jour au lendemain, même si c'est le cas de ce que j'ai observé, moi, en tout cas. Hein. Et on est employeur également. Hein. Et donc, on forme les gens, on dit ce qui ne marche pas, donc on donne des feedbacks. C'est des aspects que j'ai indiqués. Vous avez vu les slides, donc donner des évaluations, faire des évaluations au quotidien dans le travail et faire des évaluations en fait formalisées. Voilà, donc on forme les gens, on essaie d'accompagner. Donc vraiment le coaching, c'est très important aux États-Unis, mais si ça ne marche pas, si on fait tout ça, ça ne marche pas, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc c'est à ce moment-là en fait que le système américain offre une flexibilité qui fait qu'on peut vous demander de partir de jour en demain sur la base de ce qui s'est passé avant. Donc, on dit, voilà, on vous a formé, on vous a averti, on vous a fait ceci, cela, ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. It doesn't work out. Et ça, on entend ça vraiment souvent. Ouais. It didn't work out. It didn't work out. It didn't work out. It's easy to say. Hein. Une des choses que j'ai vécu en tant que j'ai été employé également aux États-Unis avant de démarrer Emlon City et être employeur. Donc, j'étais employé par un grand cabinet, pas de petits cabinets régionaux en France, mais en dernier lieu par un Big Four. Et donc, 10 ans après que je sois parti du Big Four pour tenter mon aventure aux États-Unis, que j'étais aux États-Unis, j'ai reçu un email en disant, tiens, oui, on collecte pour le pot de départ de la secrétaire de nos associés avec qui je travaillais. J'ai dit, waouh, ça fait des années que j'ai pas entendu parler de pot de départ. Donc, j'ai jamais eu de pot de départ. Donc, en fait, mon point ici, c'est que oui, on vous remercie aux États-Unis, mais on vous oublie, hein. On vous oublie rapidement et j'ai été étonné, en fait, qu'ils se souviennent de moi et que je suis encore dans le email list. Et j'ai recontacté la secrétaire des associés avec qui je travaillais et j'ai dit, oui, vous vous souvenez encore de moi? Il m'a dit, oui, Mathieu, comment ça va, etc. etc. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça m'est arrivé en tant qu'employé de perdre mon emploi et mes employeurs ne se souviennent pas de moi, hein, américain. Donc, voilà. Donc, on vous oublie rapidement. Donc, si on a tout essayé. Parfois, voilà, on peut en parler. Ça va dans les deux sens, mais sur la base de mon observation, oui, comme Romain le dit, en fait, on essaye et si ça ne marche pas, ça ne marche pas et on vous oublie, quoi, en fait, ça ne marche pas. Ouais. C'est mon expérience et c'est ce que je peux répondre, Romain. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Tout à En tout fait, cas, ouais. en termes de questions, c'est tellement riche qu'on n'a pas de questions aujourd'hui, ce qui est assez rare, ce qui est très rare, Mhm. c'est pour la première fois. Donc, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup d'avoir consacré 1 heure de votre temps pour faire un parcours très large, avec un spectre euh, très important de tous les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et autres, comptables aussi, de la création d'entreprises aux États-Unis et de son développement. Mhm. Merci beaucoup Mathieu et on se retrouve le mois prochain pour un autre webinaire. Oui, merci à vous. Hein. Bonne journée. Au revoir et merci à tous ceux qui nous ont écoutés.